Salut, je reviens aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Devinez quoi, j'ai 4 livres à vous présenter. Je me suis rendu compte que c'est un peu l'update lecture de moitié-moitié c'est nul, moitié-moitié c'est bien. C'est-à-dire que j'ai 2 livres que j'ai abandonnés parce que je pouvais plus, et deux livres que j'ai adorés, dont mon livre préféré de tous les temps, c'est sûr. Du coup, je vais commencer par ceux que j'ai abandonnés et je terminerai par mon livre préféré parce que je risque d'en parler beaucoup si je démarre par lui. Le premier c'est un tome 4, je crois que c'est le dernier tome d'ailleurs. Il s'agit de Fascine-moi, donc c'est le tome 4 de Crossfire de Sylvia Day. Alors je lisais cette saga en écoutant Unspoken de Cascada. Je vous mettrai un lien vers la musique si ça vous intéresse. Et donc on va suivre Gideon et la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que c'est pas écrit derrière. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille. Eva, je crois que c'est Eva. Donc on les suit dans le tome 1, ils se rencontrent évidemment. C'est un petit peu le cliché du mec en costume super beau, super musclé, avec un secret, tout ça, tout ça. J'ai commencé la saga à un moment donné où j'avais pas encore trop vu ce schéma-là, du coup j'ai continué. Et donc elle, c'est la fille qui s'habille en tailleur tout le temps, qui est jolie, qui est blonde je crois, et qui a aussi un petit peu quelques secrets quand même. Je pense que c'est aussi pour ça que j'avais pas totalement détesté, enfin pas accroché à ce concept-là. Parce qu'elle aussi, elle a des petits secrets, des trucs qui se sont passés dans son passé et qui sont pas top top à vivre. Et donc ils se rencontrent et ils essayent un petit peu de s'entraider. Ils tombent amoureux évidemment, sinon c'est pas drôle. Et donc là c'est le tome 4. J'avais bien aimé le tome 1, j'avais un petit peu moins aimé le tome 2 et encore moins aimé le tome 3. J'avais été très déçue par le tome 3, je trouvais que ça... Enfin, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Donc du coup, je m'étais dit, ça sert à rien que je lise le tome 4. Pour une fois, je m'étais dit, ça sert à rien que je continue la saga, je m'arrête là. Et puis, j'ai découvert que ce tome 4-là a été écrit du point de vue de Gideon. C'est-à-dire que les 3 premiers tomes, ils sont écrits du point de vue d'Eva. Je crois qu'on n'a même pas de temps en temps le point de vue de Gideon, pas du tout. Et donc dans celui-ci, on n'a que le point de vue de Gideon, je pense. Enfin, je dis je pense parce que je ne l'ai pas terminé. Hein. Donc je me suis dit, ça va peut-être changer quelque chose, c'est peut-être une bonne idée. Et en fait, j'ai pas pu. Alors je me suis arrêtée très tôt dans le livre, je me suis arrêtée à la page 25, il en fait 400, presque 450. Voilà, donc j'ai stoppé net tout simplement parce qu'on est du point de vue de Gideon et qu'en 25 pages, il a répété au moins 4-5 fois qu'il sait mieux ce qu'Eva veut, il sait mieux que elle ce dont elle a besoin et il va lui donner qu'elle le veuille ou non. Donc évidemment, c'est une romance un petit peu érotique, donc il y a quelques scènes de sexe. Je pense que c'est pas la romance où il y a le plus de scènes de sexe que j'ai lu, en tout cas que j'ai lu, c'est sûr. Mais les scènes de sexe, pour moi, sont très bien intégrées à l'histoire, du coup c'est pas dérangeant, mais il y en a quand même. Et donc vu qu'on est du point de vue de Gideon et qu'il arrête pas de répéter qu'il sait mieux que Eva ce qu'elle veut et qu'il va le lui donner, ça fait un peu soumission, et de la manière dont il le dit, c'est vraiment Eva c'est de la merde et ce qu'elle pense j'en ai rien à foutre quoi. En gros c'est comme ça que je l'ai vu et j'ai trouvé ça pas cool du tout. Alors dans les tomes précédents on avait un peu ça aussi. Évidemment la soumission entre guillemets ne sort pas de nulle part, elle se comporte un peu de la même manière que dans les autres tomes, sauf que dans les autres tomes c'était Eva qui racontait l'histoire et donc on savait qu'elle était consciente de ce qu'il faisait, qu'elle était consciente de ce qui se passait, qu'elle était d'accord avec ce qui se passait, et que, effectivement, ce qu'il voulait pour elle était aussi ce qu'elle voulait. Mais là, comme on est du point de vue de Gideon, on ne sait pas du tout ce qu'elle pense, et donc elle est juste soumise, il a juste décidé de lui imposer sa volonté. Alors, je me rappelle plus trop de ce qu'il veut faire, hein, parce que je l'ai un peu lu il y a longtemps, mais ce qu'il veut faire n'est pas non plus complètement tordu, enfin je veux dire, ça reste pour son bien à elle. C'est juste que la manière dont il le dit, moi clairement, je me suis dit, mais d'où tu fais ça avec une femme? Enfin, en plus, si tu l'aimes vraiment, d'où tu lui fais ça, quoi? Du coup, j'ai pas pu, je me suis dit que ça servait à rien d'insister, parce que de toute manière, c'est le dernier tome, et même si c'est pas le dernier, je lirai pas la suite. Donc voilà, c'est dommage que Sylvia Day fasse ça, mais moi j'ai pas pu. Enfin voilà, on parle de soumission des femmes. Quand c'est raconté du point de vue de la femme, ça passe, parce que je sais ce qu'elle pense, elle. Mais là, c'était pas juste pas possible, je peux pas. Donc voilà. Si c'est une romance qui vous intéresse et que les scènes de sexe ne vous dérangent pas vraiment, vous pouvez quand même essayer. Et si cette espèce de soumission, si ça vous intéresse en fait, et si ça vous dérange pas trop de voir les femmes dans cette position-là, vous pouvez essayer. Ensuite c'est un tome 2 que je crois que j'ai présenté dans le book haul parce qu'à l'époque je l'avais pas encore commencé. Et que j'ai dit qu'il y avait très peu de chances que je le termine, et je ne l'ai pas terminé. Il s'agit de Pretties, le tome 2 de Uglies, écrit par Scott Westerfield. Donc là, on est dans un monde
post-apocalyptique, enfin c'est une dystopie qui se passe après nous, et le monde est organisé totalement différemment, c'est-à-dire que avant leurs 16 ans, les enfants vivent dans une partie de la ville qui s'appelle Uglyville. Ils sont moches, en gros, hein, c'est ça, parce que, enfin, vous l'avez deviné avec les titres, hein, Ugly, Pretty, tout ça. Et à 16 ans, ils se font opérer pour devenir beaux. Donc en gros, tout le monde se ressemble, tout le monde a le même visage, parce que c'est comme ça qu'on a défini la beauté. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils sont des jeunes pretties, donc ils font la fête, ils s'éclatent, ils font n'importe quoi, ils passent leur temps à se faire opérer pour changer un petit peu leur apparence, enfin voilà. Et donc, et après ils deviennent des grands pretties et on sait pas trop ce qu'ils font, ils travaillent sûrement. Enfin, on sait pas trop comment fonctionne cette société, niveau économie politique, on sait pas, hein, mais c'est comme ça, parce que nous on est avec les... Au début, dans le tome 1, on est avec une ugly, et dans le tome 2, elle est devenue une pretty. Voilà, voilà. Donc on est avec les pretties dans le tome 2, c'est pour ça qu'ils s'appellent pretties. Ah. Donc, ce que j'avais bien aimé dans le tome 1, c'est qu'on a Tali, donc qui est notre personnage principal qu'on suit, et comme dans toutes les c'est pas comme dans toutes les dystopies où c'est le personnage principal qui décide de se révolter contre le système parce qu'elle en a marre, blablabla, blablabla. Là, c'est fait un petit peu différemment, on guide le personnage principal, on lui dit attention, t'es sûr que tu veux faire ça, t'es sûr que la société est bien organisée, t'es sûr que c'est bien, t'es sûr qu'il n'y a pas autre chose de mieux. Donc ça, j'avais bien aimé le fait que ça vient pas d'elle-même et que comme de par hasard, hop, elle se dit non, moi je vais faire pas comme tout le monde, je fais ce que je veux d'abord. Donc ça j'ai bien aimé. Mais ce que je supporte pas dans ces livres-là, c'est les incessantes critiques qui sont faites à notre monde sans aucune justification. Et j'ai compris avec ce tome 2 pourquoi je supportais pas que l'auteur critique autant notre monde. C'est-à-dire que l'auteur, il passe leur temps à dire que les rouillés, donc les rouillés c'est comme ça qu'ils s'appellent, enfin qu'ils nous appellent nous, qu'ils appellent les personnes qui vivaient avant eux en fait. Ils disent qu'ils tuaient les animaux, c'était pas bien, ils mettaient du fer partout, c'était pas top, et les technologies, tout ça, enfin bref, ils arrêtent pas de critiquer ce qu'on fait, enfin ce qu'on faisait, bref. Mais pour moi, ce que eux font n'est pas mieux. Du coup, je peux pas adhérer à ce qu'ils disent, déjà non seulement parce qu'ils nous critiquent nous, alors qu'il n'y a pas de justification réelle, et en plus parce que je trouve pas que ce que eux ils font c'est mieux. Enfin, opérer les gens pour qu'ils soient beaux et dire que ceux qui sont pas opérés sont moches, je trouve ça nullissime, vraiment. Et puis encore une fois, je sais pas comment leur pays marche économiquement, hein, parce que franchement, on n'a aucun détail là-dessus. Donc je supporte pas ça. Au début de ce tome-là, Tali m'a énervée parce qu'en fait, mais c'est voulu, parce qu'en fait, elle a fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire pour sauver les autres. Alors, je peux pas trop, c'est très vague ce que je dis, mais je peux pas trop en dire si vous n'avez pas lu les tomes. En fait, dans le tome 1, il y a toute une idée qui est développée autour de Tali, puis à la fin du tome 1, sans trop en dévoiler promis, elle se rend compte qu'elle est obligée de faire ce contre quoi elle est pour améliorer la situation. Du coup, au début de ce tome 2 là, elle est en train de faire exactement le contraire de ce qu'elle veut faire et elle ne se rappelle plus de sa manière de penser du tome 1 en fait. C'est voulu par l'auteur et c'est très bien, c'est une bonne idée, je trouve, j'aime bien comment c'est fait. Sauf que, encore une fois, on est avec des gens beaux qui passent leur temps à dire que c'est bien, que gna gna gna, et que t'es moche avant 16 ans. Et ça me saoule qu'ils arrêtent pas de répéter ça en fait, parce que moi je suis pas d'accord avec eux, enfin... Je pense que l'auteur a voulu justement faire une critique de ça, sauf que tu peux pas faire une critique d'un truc en disant que c'est bien et que c'est génial. Justement, t'es censé prouver que c'est pas bien. Alors peut-être qu'une fois qu'on a fini la saga, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas top de vouloir que tout le monde soit beau, tout ça. Mais en attendant, moi ça m'a gavé, donc je me suis arrêtée à la page 81. J'ai quand même pas mal avancé, hein. En fait, je me suis arrêtée là parce que il se passe un truc que Tali est censée découvrir quelque chose, on est censé lui donner quelque chose, enfin, elle est censée découvrir quelque chose qui fait démarrer l'histoire du tome 2. Enfin, je pensais que c'est comme ça que ça allait se passer. Sauf que l'auteur a inséré quelques espèces de péripéties. Je pense qu'il va y avoir quelques autres péripéties avant qu'elle trouve ce dont elle a besoin. Et peut-être même qu'elle ne le trouvera qu'à la fin du tome 2. Et moi, je me suis dit, ok, si elle le trouve, je continue. Si elle le trouve pas, j'arrête parce que c'est en train de me saouler. Elle l'a pas trouvé, donc ça n'a pas assez avancé vite pour moi. Du coup, j'ai arrêté parce que en même temps, je me dis que dans les autres tomes suivants, ça va être ça tout le temps, les mêmes critiques et les mêmes justifications qui pour moi sont pas recevables en fait. Du coup, j'ai arrêté. Voilà, j'avais dit que ce serait le tome qui me ferait déterminer si je continue ou si j'arrête la saga. Je l'ai arrêté. Je l'ai pas dit, je crois. Je lis cette saga en écoutant Instant Crush de Nathalie ou Natalia, je ne sais plus, Imbruglia. Voilà, c'est tout à fait ça. Je mettrai pareil le lien vers la musique en barre d'infos. Bon, ensuite on va passer à des livres que j'ai adorés, vraiment. J'ai lu Les Cœurs Fêlés de Gaël Forman, donc là j'ai la version jeunesse, et en fait je comprenais pas pourquoi il y avait une version jeunesse et une version adulte, parce que la couverture en adulte c'est pas la même, je comprenais pas, et en fait
on suit une adolescente de 15 ans. Alors, de Gail Forman, j'ai déjà lu Si je reste là où j'irai. Petit message à tous ceux qui ont lu Si je reste et qui refusent de lire Là où j'irai, par pitié, lisez Là où j'irai. Il est trop bien ce livre, il faut lire cette suite, pitié, pitié, pitié. Et j'ai aussi lu Pour un jour avec toi, pour un an avec toi, je crois que c'est dans cet ordre-là. Donc qui sont deux espèces de diptyques de romance dans lequel on suit le même couple dans les 2 tomes à chaque fois. J'ai adoré Si je reste, j'ai encore plus aimé Là où j'irai. J'ai beaucoup aimé Pour un jour avec toi et j'ai été très très déçue par Pour un an avec toi. Voilà. Du coup, je voulais lire un autre Gail Forman parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu et que j'aime bien ces livres, j'aime bien ces histoires. Du coup, j'ai pris celui-là et sans lire le résumé, je m'attendais à un nouveau couple, une nouvelle romance et en fait, c'est pas ça. Alors, il y a une romance dans ce livre-là, mais elle est secondaire, voire même au 3e plan parce que on la voit pas énormément. Donc, dans ce livre, on va suivre Brit qui a 15 ans, je crois, au début, 15 ou 16 ans, je crois. Et alors c'est pas vraiment un spoil parce que c'est dit dans le résumé et parce que même si vous n'avez pas lu le résumé, ça se passe dans les 3-4 premières pages, vraiment. Donc ça vous dégoûtera pas d'avancer dans le livre. Donc au début du livre, le père de Brit amène Brit dans un espèce de pensionnat parce qu'il n'arrive plus à la gérer, parce qu'il ne sait plus comment faire avec sa fille. En fait, sa mère elle est pas morte, elle est dans un hôpital je crois. Et du coup son père s'est remarié avec une femme qu'elle déteste évidemment. Ils ont eu un nouvel enfant. Et quotidiennement ça va pas, mais en fait comme tous les ados quoi. Sauf qu'au début on est avec Brit, donc c'est Brit qui raconte l'histoire et donc elle arrête pas de répéter qu'elle est une ado normale, qu'elle a pas de problème, que tout va bien, qu'elle comprend pas pourquoi elle est là, qu'elle a rien à faire là. Et au début du livre je me suis dit ok c'est elle qui raconte, peut-être qu'elle a vraiment des problèmes et qu'elle se rend pas compte, ou peut-être qu'elle a raison et que son père a pété un câble. Et très vite on se rend compte qu'elle est normale, elle n'a aucun problème, tout comme toutes les filles qui sont dans cette espèce de pensionnat, cette espèce de prison en fait, parce que ce truc est horrible, c'est pas un pensionnat, ils ont pas de cours tous les jours, enfin pas de cours de leur niveau, ils doivent avoir des cours de primaire, et encore, franchement, je pense que c'est... Je suis gentille en disant ça. Et ils font surtout des espèces de groupes de thérapie et des travaux physiques, alors que ce sont des filles, hein, mais travaux vraiment vraiment physiques, des marches et tout ça, alors qu'il fait super chaud. C'est un tout petit peu de la torture, mais le problème c'est qu'elles ne peuvent pas se révolter parce que les personnes qui les ont mis là, donc leurs parents, pensent qu'elles ont des problèmes et que donc tout ce qu'elle leur dit c'est faux parce qu'elles veulent juste sortir de ce pensionnat. Donc c'est un horrible cercle vicieux et en lisant les remerciements à la fin, je me suis rendu compte que l'auteur avait effectivement écrit ce livre pour dénoncer ces écoles horribles et les parents qui envoient leurs enfants là-dedans. Alors je vais peut-être avoir des mots un peu durs, mais je trouve que c'est vraiment horrible de la part de parents, d'adolescents de 16-17 ans, de les envoyer dans des écoles, que ce soit des pensionnats ou des écoles encore plus horribles comme celle du livre, juste parce qu'ils n'arrivent plus à leur gérer. À un moment donné, si ton gamin de 16 ans, tu n'arrives plus à le gérer, c'est parce que quand il avait 5 ou 6 ans, eh ben tu l'as mal élevé. Je suis désolée, mais tu peux pas juste dire ouais non elle fait sa crise d'ado, j'en ai marre, je la mets en pensionnat. C'est juste ne pas prendre tes responsabilités. Tu es parent, tu as voulu des enfants, tu dois les assumer. Je suis désolée, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin je veux dire c'est trop facile de dire ouais non mais elle a 16 ans, elle est en train de faire sa crise d'adolescence, ou il d'ailleurs, parce que dans ce livre il n'y a que des filles, et ça marche aussi pour les garçons. Trop facile de dire il a 16 ans, il est en crise ado, j'arrête d'essayer. Non. Oui, elle a 16 ans, oui, elle est en train de se poser plein de questions sur sa vie, sur qu'est-ce qui se passe, sur sa sexualité, sur ses amis, sur son futur, et il y a plein de questions qui arrivent à cet âge-là, et tu peux pas juste dire, elle se pose tes questions, je vais la laisser tranquille. Non, tu dois l'aider, tu es son père, sa mère, t'es là pour l'aider, t'es pas là pour l'abandonner. Voilà, ce livre m'a un petit peu révoltée, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé suivre Brit. L'ambiance du livre m'a rappelé la série Orange is the New Black, je sais pas si vous connaissez. Donc c'est basé sur un livre d'ailleurs que je n'ai pas lu. On a un groupe de filles qui est en prison pour plusieurs raisons. Et donc c'est pour vous dire à quel point l'école est horrible parce que ça m'a rappelé une prison quand même. Ça m'a surtout rappelé cette ambiance-là parce que ce ne sont que des filles et dans le livre on a que des filles. Donc Brit va un petit peu sympathiser avec d'autres filles du groupe et elles vont essayer de s'entraider et de s'en sortir parce que clairement le quotidien là-bas est pas cool du tout. Et même c'est horrible carrément, voilà. Donc ce livre-là est fait pour dénoncer ça. Et au milieu, comme c'est du Gail Forman, je l'ai dit, on a une petite romance pour notre personnage principal. Et même encore autour, ça aborde vraiment plein de sujets. Ça aborde la sexualité, l'homosexualité, la musique. Ça parle de musique, ça parle d'amour. Ça parle de relations père-fille, évidemment. Ça parle de psychologie un petit peu quand même. Enfin voilà, ça aborde vraiment, vraiment beaucoup de sujets. Et l'auteur a écrit encore une fois ce livre pour dénoncer ces écoles aux États-Unis surtout. Donc voilà, je pensais pas du tout que ça allait être ce sujet-là, mais je suis ravie de l'avoir lu. Vraiment.
Et enfin, on termine la vidéo par mon livre préféré de tous les temps, que en fait j'ai lu quand j'avais 17 ans, donc j'étais en terminale, et je l'ai relu pour le challenge des 4 maisons, encore une fois, parce qu'il y avait une catégorie relecture, et je me suis dit, c'est l'occasion, je veux le relire, je vais le relire. Je voulais le relire parce que en début d'année, j'ai lu Bubblegum de Lolita Peel, et je me suis dit, il faut que je relise Hell, parce que je l'ai lu quand j'avais 17 ans, et que j'étais peut-être trop jeune, et qu'il faut vraiment que je le relise. Donc je parle de Hell, évidemment. Hein. Ce livre est magnifique. On suit Hell. Alors je ne sais plus son vrai prénom. Hell c'est son surnom parce que je crois qu'elle s'appelle Elodie ou Héloïse. Enfin un truc qui commence par L comme ça. Et du coup tout le monde la surnomme Hell. Écrit comme ça, comment faire quoi. Et donc voilà, on la suit. Je crois qu'elle a 17-18 ans. Elle fête ses 18 ans au cours du livre, il me semble. Et donc on la suit. Je vais vous lire la première phrase du livre parce qu'elle se décrit elle-même de manière parfaite en fait. Donc la première phrase c'est... Enfin les 2-3 premières phrases. Je suis une pétasse, de celle que vous ne pouvez supporter, de la pire espèce, une pétasse du 15e, mieux habillée que la maîtresse de votre patron. Voilà, elle le dit elle-même, c'est une pétasse, c'est-à-dire qu'elle a 17 ans, elle ne va pas en cours, elle en a rien à foutre, elle passe son temps à sortir, à boire et à se droguer. C'est pour ça qu'il ne faut pas le lire quand on est trop jeune, et que je pense que j'étais trop jeune quand je l'ai lu à 17 ans. Ce livre est très sombre, il raconte la vie des jeunes parisiens du côté obscur, j'ai envie de dire. Enfin, c'est vraiment un quotidien pas facile et pas cool du tout. Il est horrible ce livre, je peux vous le dire dès maintenant, ne vous attendez pas à une fin heureuse parce qu'avec Lolita Peel, il n'y en a jamais, vraiment jamais. Il y a une espèce de romance, donc elle va rencontrer Andrea. Ils vont un petit peu faire la fête ensemble, puis s'isoler, puis revenir, et puis ça va être compliqué entre eux, enfin évidemment voilà. Mais ce livre raconte surtout l'horrible quotidien des jeunes qui passent leur temps à boire et à se droguer. Donc ça dénonce ça, mais si on le lit trop jeune, ça peut donner de mauvaises idées. C'est pour ça qu'il ne faut pas le lire quand on est trop jeune. Il y a aussi des scènes de sexe assez horribles. La fin du livre, je pense que j'avais pas tout à fait tout compris quand je l'ai lu à 17 ans. Et il vaut mieux parce que franchement, c'est hard. C'est vraiment hard. Mais je viens de dire qu'il était horrible, qu'il était sombre et qu'il finissait mal. Et j'ai aussi dit que c'est mon livre préféré. Alors oui, je suis bizarre. Mais ce livre est juste bouleversant. Et j'adore ce livre. Je crois que je pourrais le lire tous les jours de ma vie. Enfin, pas tous les jours exactement, parce qu'il est très court, il fait moins de 200 pages. Voilà, il fait 156 pages. Mais j'ai eu besoin d'une pause au milieu parce qu'en fait, ça me déprime, quoi. C'est tellement sombre et tellement horrible ce qui s'y passe que c'est déprimant, quoi. Il faut pas le lire quand on est déprimé, il faut le lire limite quand tout va bien, quand on est heureux et que tout va bien. Si vous le lisez quand vous êtes déprimé, c'est foutu, hein. Foutu, faut pas faire ça. Mais il faut le lire, par pitié. Si vous ne devez lire qu'un seul livre de Lolita Peel, lisez celui-là. S'il vous plaît, j'adore ce livre, j'adore cette histoire. En fait, j'adore cette histoire parce qu'elle pourrait être vraie, elle pourrait se passer dans la vraie vie. Et c'est pour ça que je l'aime, parce que quand les histoires finissent bien, moi j'ai toujours l'impression que ça n'arrive pas dans la vraie vie. Là, pour le coup, ça peut tout à fait arriver dans la vraie vie, hein. Vraiment. Donc voilà, il y a un film qui a été adapté de ce livre. Je l'ai pas revu avant de lire le livre, et heureusement parce que en fait, je ne me rappelais pas de la fin, et il valait mieux. Et je l'ai pas re-regardé après. Parce que j'ai pas eu le temps en fait, tout simplement. Mais de ce que je me souviens, il est bien adapté. Ouais, il est bien adapté. Il y a peut-être des scènes qui ont été coupées. Je pense à notamment la scène de la fin. À mon avis, celle-là, elle a été coupée. Parce qu'il vaut mieux. Sinon, ça aurait été un film moins de 16 ans carrément, voire moins de 18 ans. Donc il vaut mieux la supprimer celle-là. Je le répète, il faut vraiment lire ce livre, mais il faut pas le lire. Je pense qu'il faut avoir 18-19 ans minimum pour le lire, parce que sinon c'est trop jeune en fait. Je l'ai personnellement lu trop jeune. Et en fait, je me rappelais pas de tout. Donc, ce qui prouve que mon cerveau avait zappé les informations ou les avait pas enregistrées au moment où je les lisais. Bon, je l'ai dit en début de vidéo, je pourrais en parler pendant des heures et des heures de ce livre, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est génial, génialement triste, mais génial, et que par pitié, s'il vous plaît, lisez-le. Bon voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit. Et moi je vous dis à bientôt.